Bonjour ou rebonjour. Nous allons aborder un thème évidemment très, très à la mode, malheureusement. C'est le télétravail en période de pandémie, on va dire. Quand on évoquait avant le télétravail, c'était principalement une problématique de grands groupes, hein, même si évidemment il y a quelques entreprises de petite taille qui s'étaient déjà intéressées au sujet. Mais aujourd'hui, par la force des choses, toutes les entreprises sont impactées d'une manière ou d'une autre, soit de manière volontaire, soit de manière un petit peu subie. Mais en tout cas, c'est un état de fait. Et beaucoup quand même en profitent pour remettre en question le digital workplace, c'est-à-dire la façon dont les employés ou les collaborateurs travaillent au sein du SI de l'entreprise. Au départ, l'humain, de toute façon, on sait que c'est le principal facteur de risque pour une entreprise. Quand on le met en plus dans une situation de télétravail, avec une moins bonne maîtrise des outils pour le DSI quand il y en a un, et une moins bonne maîtrise évidemment des réseaux, on augmente encore le facteur de risque. Tout ça, ce sont des sujets qui vont être abordés en détail par Sébastien Boras, qui est consultant en sécurité IT pour Kaspersky, et à qui je passe la parole. C'est à vous, Sébastien. Tout à fait, merci Vincent. Alors l'idée c'était un petit peu de voir les menaces qu'on qu'on a pu relever chez Kaspersky pendant la période de confinement, et puis essayer de mettre en face des solutions pour d'une façon plus large le télétravail en France aujourd'hui. Alors un petit rappel quand même avant de commencer, au plus fort de la pandémie, on était presque 4 milliards de confinés si possible, évidemment, derrière tout ça, il y avait autant de monde en télétravail. Alors ça, c'est un chiffre qui est relativement impressionnant. Donc, j'ai lu il n'y a pas très longtemps également un article très intéressant qui a été réalisé par Audrey Richard, qui est présidente de l'Association nationale des DRH, qui dit vraiment qu'on est passé du coup sur l'autre rive et qu'on pourra difficilement revenir en arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus de sociétés réfléchissent évidemment fortement à mettre du télétravail de façon annuelle, de façon pérennisée dans l'entreprise. Alors, pas forcément à 100%, mais en tout cas, il y a pas mal de choses à ce sujet. Alors, pourquoi ça? Parce que déjà, pas mal d'entreprises ont remarqué que finalement, le télétravail, ça avait été beaucoup plus de productivité. Pour 74% par exemple, des interrogés, télétravail égale plus de productivité des collaborateurs. Il y a aussi évidemment le côté écologique avec la réduction de l'empreinte carbone, qui est évidente, surtout dans les grandes agglomérations. Et puis, pour d'autres également, des gains immobiliers potentiels, puisque, évidemment, si on a des rotations d'employés en télétravail, on n'a pas besoin forcément de milliers de mètres carrés, on peut tout à fait faire avec beaucoup moins. Donc, il y a des estimations, par exemple, jusqu'à 100 000, 150 000 euros d'économie pour des grandes sociétés ou des grosses PME de loyer par an, donc ce qui est assez colossal. Pour parler plus concrètement, pendant la pandémie au plus fort, on était 15% en télétravail. Donc, il y avait 15% des gens qui étaient en télétravail, 30% pardon, des gens en télétravail. Aujourd'hui, c'est 15%. C'est 15%, mais encore une fois, avec une grosse réflexion sur le modèle hybride. Alors, les points de fragilité par rapport à ça, donc si on revient à la sécurité, c'est bien sûr l'aspect réseau Wi-Fi non sécurisé à domicile, surtout dans des fortes concentrations de personnes comme des immeubles, des choses comme ça. La partie BYOD, qu'on avait un petit peu perdu de vue, puisqu'elle était à la mode il y a quelques années, mais finalement l'utilisation de matériel personnel, smartphone, tablette, laptop, ordinateur de personnel, par exemple, pour des applications professionnelles. Donc tout ça, évidemment, c'est des points de fragilité. La partie vidéoconférence, on a eu des exemples justement au tout début avec Zoom. Des besoins de partage ponctuels qui vont être surtout faits des fois pour des raisons de rapidité avec des outils personnels plutôt que des outils professionnels. Une spécificité française également qui a été remontée suite à différents articles, c'est les membres de la famille qui ont accès aux appareils professionnels pendant le confinement pour des besoins qui n'ont rien à voir avec évidemment des besoins professionnels. Et puis bien sûr tout l'aspect piratage qui va autour de ça qu'on va voir dans quelques instants. Alors un petit clin d'œil déjà à Boris Johnson qui juste pour dire que attention, c'est pas tout d'utiliser des outils de conférence, de téléconférence comme ça. Il faut penser aussi à les sécuriser. Donc un petit clin d'œil puisque Boris Johnson avait envoyé un tweet
pour dire voilà, qu'il était en conférence Zoom, avec malheureusement l'ID dessus. Donc, heureusement que le mot de passe était fort derrière, parce qu'on aurait pu avoir des gens qui participent à des conférences en n'étant pas forcément invités. Donc, attention évidemment à cet aspect-là. Alors, également, on a constaté chez Kaspersky, au niveau du laboratoire, une explosion dès février 2020 des noms de domaine liés au Covid. Donc, tout ce qui était Covid, coronavirus, etc., les noms de domaine ont explosé et la plupart étaient évidemment hautement suspects, puisque utilisés derrière pour du phishing ou des choses comme ça. Également, on connaît tous ce tableau qui est toujours d'actualité d'ailleurs, qui est l'espèce de cartographie en temps réel de la pandémie. Et des petits malins ont bien sûr fait en sorte de le packager sous forme d'exécutable, de l'envoyer à des gens qui l'exécutaient et qui, bien sûr, avaient cet écran, mais avaient surtout un malware qui s'installait derrière. Donc, on voit bien évidemment le côté hacker très collé à l'information. Et là, on va en avoir pas mal d'exemples sur les slides qui suivent. Donc, slides qui sont issus d'ailleurs de notre laboratoire, Kaspersky Le Gret, qui publie d'ailleurs, pour rappel, l'intégralité des recherches sur le site securelist.com. Donc, si vous ne connaissez pas encore ce site, je vous invite fortement à y aller, parce que c'est un site où vraiment vous allez avoir des études très poussées sur les malwares. Alors, j'ai pris quelques captures d'écran issues de ces analyses. Alors, en anglais, mais on a eu la même chose en français, bien évidemment. Donc, la période Covid, ça a été beaucoup l'explosion de la VPC. Et derrière, évidemment, beaucoup d'attaques liées à ça, puisque les hackers ont beaucoup fait de phishing sur tout ce qui allait être livraison de colis. Donc autour des différents sociétés qui livrent les UPS, les DHL, etc. Donc ça, c'était quelque chose d'assez commun, on va dire, pendant la période de confinement. On a également eu pas mal de phishing liés autour des problèmes financiers qui étaient engendrés évidemment par cette période très compliquée. Donc beaucoup de propositions de crédit, de choses comme ça qui aboutissaient évidemment derrière soit à du vol de données, soit à l'installation de différents malwares. Et du vol de données sous forme bien sûr de formulaires, comme on voit ici. Également, confinement égale ralentissement économique. Donc, ce qui caractérise beaucoup les hackers, c'est d'une part qu'ils sont collés à l'information, donc collés à l'actualité, on va dire, au jour le jour. Mais la deuxième caractéristique des hackers, c'est que finalement, ils ont très peu de limites dans ce qu'il est possible de faire. Donc, par exemple, ici, on a vu des phishing liés à des modifications de grille de salaire, par exemple. Donc, c'est une période de pandémie. Voilà, votre employé a décidé de modifier votre salaire. Donc, voilà, en pièce jointe, le nouveau salaire, etc. Donc, des choses comme ça. Et voire carrément aller encore plus loin en disant désolé, période de pandémie, on ne va pas vous garder, vous êtes renvoyé. Donc, en pièce jointe, le document qui stipule tout ça. Donc, forcément, les personnes sous la prise de la panique cliquent sur le point doc et derrière, ça déclenche tout un tas de downloaders ou de choses comme ça qui vont affecter la machine. Donc, on voit ici un exemple jusqu'à où sont capables d'aller les hackers. Également, triste bilan pour les attaques ciblées cette fois. Donc, il y a eu des attaques très généralistes, qui sont des attaques qui sont envoyées à des milliers, voire des millions de personnes. Il y a des attaques plus ciblées concernant des entreprises sur, par exemple, besoin d'aide au niveau du stockage de matériel, etc. On est là pour vous aider. Derrière, bien sûr, il n'y a rien du tout. Et on arrive sur l'effet entonnoir, sur des attaques hyper ciblées, qui, cette fois, ciblent des sociétés extrêmement connues. Donc, on peut bien sûr, on a tous en tête, peut-être si vous avez suivi l'actualité, l'affaire Garmin, qui a été une affaire très, très compliquée pour la société Garmin, puisque énormément de données ont été chiffrées. Ça a affecté pas mal, si vous êtes à titre personnel propriétaire d'une montre, par exemple, Garmin, ça a affecté pas mal les sites qui étaient en charge, évidemment, de piloter tout ça. Heureusement, ça n'a pas affecté tout ce qui était Garmin Aviation, puisque je vous rappelle qu'il y a beaucoup de pilotes automatiques de GPS Garmin dans les avions. Donc ça n'a pas affecté, mais c'était un énorme problème. On a également Canon aussi qui s'est fait infecter pendant cette période-là.
avec des terras de données qui ont été exfiltrés. L'idée du groupe Maze, à qui on doit les infections de Canon, LG et Xerox, c'est d'abord d'exfiltrer des données. Alors ça dépend de la volumétrie, mais c'est des données qui vont aller de 10 Tera à 50 gigas, voilà, c'est à peu près dans ces eaux-là, d'exfiltrer les données et de dire ensuite aux propriétaires des données, écoutez, on a des données, si vous ne payez pas, on chiffre tout ça et on publie tout ça. Donc, il y a une double phase. Il y a une phase de chiffrement de données pour rendre les données inutilisables, ransomware classique. Mais derrière ça, il y a des exfiltrations de données pour dire payez, parce qu'en plus de ne pas pouvoir récupérer vos données, on va publier vos données. Donc là, on voit bien avec ces captures d'écran, on voit bien qu'on a affaire à des attaques APT, donc des attaques ciblées, puisque il y a vraiment le nom du destinataire qui est ici dans les fichiers HTML qui sont générés avec le ransomware. Côté exfiltration de données, ici on voit que on a des informations confidentielles, par exemple sur les batteries des téléphones LG. Donc il y a des choses quand même qui sont vraiment très confidentielles, qui ont été sorties et publiées malheureusement, puisque ces différentes sociétés n'ont pas souhaité évidemment payer les hackers. Et puis là également, on voit que ça va être ici encore plus problématique, par exemple, puisqu'on a des bases de données du MDB sur des services clients, sur des choses comme ça, assez confidentielles, qui sont retrouvées encore une fois dans la nature. Donc un bilan vraiment très compliqué pour les sociétés, peu importe la taille. Ça va du particulier jusqu'à la très grande entreprise qui a connu une période d'activité malware très forte pendant cette période de confinement, puisque malheureusement, nous étions confinés, mais les hackers aussi. Et un hacker confiné, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaye de hacker avec beaucoup de temps devant lui. Donc, ça a été une période très compliquée. Alors, si on prend cet aspect attaque plus le côté télétravail et puis peut-être également incitation au retour au télétravail, puisque le gouvernement a fait des annonces dans ce sens-là, où il va y avoir probablement une demande en fait de revenir à un peu plus de télétravail de la part des entreprises. Je vous propose trois pistes parmi de nombreuses possibilités, bien sûr, puisqu'on pourrait passer la journée à parler de sécurité liée au télétravail. Mais voilà, trois pistes qui peuvent vous donner des idées si vous avez ce type de problématique chez vos clients. La sensibilisation des collaborateurs, bien évidemment, et puis il ne faut pas oublier avec le volet RGPD qui va avec, le durcissement de la politique des emails et le hardening du endpoint, incluant bien sûr le DR. Donc, si on regarde un petit peu la première partie, la sensibilisation, on n'y pense pas trop aujourd'hui. C'est vrai qu'on pense plutôt à durcir les flux, le endpoint, les serveurs, etc. Mais finalement, quelque part, la dernière personne qui va cliquer sur le bouton où il ne devrait pas cliquer, c'est le collaborateur. Donc, c'est important aujourd'hui, c'est primordial de le sensibiliser à l'hygiène informatique, à avoir une bonne hygiène informatique. La cybersécurité, avec une initiation à la cybersécurité, bien évidemment, qui va avec ça. N'oubliez pas également qu'il y a le volet RGPD. Donc, si jamais il y a un problème sur les RGPD, une fuite de données dans une entreprise, mais que l'entreprise arrive à prouver qu'elle utilise des outils de sensibilisation des collaborateurs, l'amende sera minorée. Il ne faut pas l'oublier, c'est très important. On a déjà vu des cas de jurisprudence là-dessus. Donc, l'importance quand on fait de la formation, c'est essayer déjà d'avoir un double aspect, que ça soit intéressant pour les personnes formées, et derrière, que ça soit simple en mise en place. C'est-à-dire que, grosso modo, celui qui va s'en occuper, donc le DRH ou l'IT, par exemple, l'idéal, c'est qu'il y passe le moins de temps possible. Donc, c'est vraiment ce qu'on a souhaité faire, par exemple, chez Kaspersky, avec la solution ASAP, qui est une solution, en fait, qui est full automatisée. Donc, une solution qui est d'ailleurs basée sur la courbe de l'oubli. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est d'essayer de faire de la micro-formation, 2-3 minutes par sujet, 10 minutes par semaine, sur, par contre, une plage un peu plus importante, puisque l'idée de la courbe de l'oubli, c'est de pas oublier. On est tous sortis de formation. Si on ne pratique pas pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, on oublie. Donc là, l'idée, c'est de dire, voilà, 2-3 fois par semaine, pendant 2-3 minutes, on va venir faire un petit rappel sous forme de e-learning en ligne, sous forme d'email de récap ou d'email d'actualité, sous forme de test ou sous forme de faux phishing. D'ailleurs, on vient de sortir un module séparé de faux phishing qui permet d'envoyer des campagnes de faux phishing avec cette solution de sensibilisation
directement depuis l'interface du produit. Donc voilà. Donc, si vous avez besoin évidemment de présentation ou de démo là-dessus, n'hésitez pas. Je serai à votre disposition après cette présentation. Alors, en plus, on fait du contenu multimodal. Donc, en plus d'avoir bien sûr du e-learning classique en ligne, on a évidemment du test, du mail, etc., de l'actualité, des choses comme ça, dans une douzaine de langues. Côté admin et côté utilisateur. Donc ça, c'est très intéressant puisque on a vraiment de quoi faire. On aborde bien sûr les très gros sujets qui sont d'actualité. Bien sûr, les emails, on vient de le dire, email, phishing, etc. Toute la partie web, téléchargement, qu'est-ce que de l'HTTP, HTTPS, etc. On a également tout ce qui va être mobilité, mot de passe, RGPD, données confidentielles. Donc, comment maîtriser vraiment l'outil informatique, même si on n'est pas technique et surtout si on n'est pas technique, puisque cette solution s'adresse aux gens qui ne sont absolument pas dans l'IT. Bien sûr, le tout accompagné de tout un tas d'outils de contrôle à destination des DRH ou à destination de l'IT dans l'entreprise qui leur permettre de voir en quelques instants qui fait quoi, qui s'est connecté, qui ne s'est pas encore connecté, qui est en avance, qui est en retard, etc. Le produit est full compatible smartphone, tablette. Donc, que ce soit côté admin ou que ce soit côté utilisateur, on peut tout à fait faire l'intégralité des manipulations sans ordinateur. Ça peut être sur un smartphone ou un tablette, sans aucun problème. Et en plus, le tout avec 2 mois de formation et le tout, bien sûr, en mode MSP, puisque vous avez, vous, possibilité, finalement, de gérer les formations pour vos clients et vous avez la possibilité de préparer les formations en avance et de les envoyer à vos clients. S'ils n'ont pas envie de faire ça, vous pouvez tout à fait le faire. C'est vraiment du mode MSP avec le côté mensualisé et le côté hyper flexible qu'on connaît aux licences Kaspersky. Deuxième point sur lequel je voulais vous amener, c'est le durcissement de la politique des emails. Alors, on a vu toutes les menaces qu'on a vues en amont de cette présentation. Ce sont des menaces, vous avez vu, essentiellement qui arrivent par le flux mail. Donc, il est essentiel aujourd'hui de venir durcir la politique de sécurité. Alors, Kaspersky, c'est vrai, est plus connu sur la partie endpoint, serveur, workstation, smartphone, etc., que sur la partie messagerie. Mais pourtant, il y a 12 ans, 13 ans de vécu de flux mail chez Kaspersky, puisque n'oubliez pas également que l'on a des accords OEM avec des grands constructeurs de boîtiers de sécurité dans le monde et qu'on fournit ces technologies-là. Donc, chez Kaspersky, il y a pas mal de produits que vous pouvez utiliser pour la sécurité des flux mail. Donc, vous avez par exemple une vraie gateway au format VMware ou au format Hyper-V ou au format Linux que vous pouvez mettre en place donc, pour absorber le flux et avoir un anti-spam, anti-phishing, contrôle de contenu, etc. Pour renvoyer le tout sur un serveur de messagerie XY. Vous avez également pour les gens qui ont du Exchange on-premise une solution Exchange on-premise qui va s'installer directement sur le serveur Exchange dans l'entreprise. On a également une solution qui connaît un beau succès, qui est la solution pour Exchange Online, cette fois, qui a la particularité d'être directement sur les serveurs Azure et de s'installer en 10 minutes, puisqu'il n'y a aucune manipulation à faire. Mais n'oubliez pas également que le endpoint peut vous aider aussi à la lutte pour sécuriser ce flux mail, puisque vous avez une carte réseau virtuelle sur les endpoints qui va analyser tout ce qui va être SMTP, POP3, IMAP, MAPI, etc. Donc, tous les flux mail qui arrivent avec un plugin Outlook, donc tous les flux mail qui arrivent sur le endpoint vont également passer à la moulinette avant d'être rendus à Windows. Donc ça, pensez-y également, le endpoint fait très bien ce travail-là si vous n'avez pas la possibilité, bien sûr, de mettre une solution en amont. Et n'oubliez pas également qu'une autre originalité dans ces attaques qu'on vient de voir, c'est que beaucoup de ces attaques viennent par du RDS, donc par des serveurs RDS qui sont publiés sur Internet, souvent oubliés, et qui sont finalement, entre guillemets, entre libre service, aux mains des hackers. Donc, il faut faire très attention aux serveurs ADS et les sécuriser et derrière mettre une solution spéciale Security pour Windows Server qui, elle, va être capable également de venir contrôler les flux mail qui passent en mode terminal. Le point également caractéristique, tout ça, c'est est-ce qu'on ne revient pas finalement sur un retour du filtrage drastique des extensions.
hein. On l'a connu il y a quelques années où les gens finalement allaient jusqu'à interdire toutes les pièces jointes sauf le PDF, par exemple. Est-ce qu'on ne revient pas un petit peu dans ce côté-là? Est-ce qu'on ne revient pas sur un modèle où on va vraiment limiter les pièces jointes qui sont autorisées dans l'entreprise? Je le crois personnellement et je pense que c'est plutôt bien aussi quand on n'a pas la possibilité d'avoir des solutions périmétriques. Et voilà, tout ce que je viens de citer, évidemment, permet de le faire, évidemment, au niveau des pièces jointes qui seront acceptées ou pas dans l'entreprise. Alors, juste très rapidement, hein, en quelques instants, une capture d'écran de notre solution pour Office 365. Donc, qui, je vous rappelle, est une solution qui va protéger donc Exchange Online, OneDrive, SharePoint Online, Teams, bien évidemment, dans un environnement donc SaaS, un mode SaaS, et un environnement, évidemment, qui est MSP, full MSP, puisque vous pouvez gérer autant de sociétés que vous le souhaitez à travers cette interface-là. La mise en place, c'est 10 minutes. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a besoin, c'est du login et du mot de passe de l'administrateur Exchange Online. À partir du moment où on a l'administrateur, le login et le mot de passe de l'administrateur Exchange Online, ben, l'interconnexion va se faire en quelques instants puisqu'on est directement, je vous le rappelle, Kaspersky, chez Azure, chez Microsoft, pour proposer ici un deuxième avis. Hein, on va proposer un deuxième avis par rapport à l'avis anti-spam, anti-phishing, filtrage de pièces jointes de Microsoft. On va proposer un deuxième avis qui va permettre d'avoir un peu plus de sécurité que la solution de base offerte par Microsoft. Et puis, vous avez les différents moteurs ici, comme vous pouvez le voir, que l'on peut allumer ou éteindre à volonté. Alors, troisième sujet de discussion avec vous, c'est le hardening du endpoint. Alors, le hardening, pourquoi et comment? Alors, déjà, il faut rappeler aujourd'hui que certaines personnes dans la profession peut-être ont tendance à dire que finalement, le endpoint, c'est plus si important que ça. Alors, moi, personnellement, je trouve que c'est l'inverse. C'est-à-dire que le endpoint devient, pour moi, le point le plus important dans l'entreprise au niveau de la sécurité. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on regarde des chiffres ici, on s'aperçoit que dans 76% des événements de sécurité, un endpoint est impliqué. Dans 84% du temps, dans un incident de sécurité, un serveur ou une workstation est impliqué. Donc, on voit bien que finalement, l'action finale de blocage va se faire au niveau du serveur ou du endpoint. Peu importe, finalement, oui, évidemment, c'est important d'avoir des solutions périmétriques qui sont efficaces, qui marchent bien, mais quelque part, s'il y a un incident, il va se faire au niveau du endpoint. Donc, si vous n'avez pas une bonne solution au niveau du endpoint, malheureusement, vous pouvez avoir des incidents majeurs de sécurité. Donc, un petit rappel juste de l'importance du endpoint aujourd'hui. Ça reste pour moi le point clé. Alors, je vous rappelle également très rapidement chez Kaspersky que ça fait très longtemps qu'on n'a plus d'antivirus. Hein. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on ne parle plus d'antivirus chez Kaspersky. Pourquoi? Parce qu'on a une suite de sécurité. On a une suite de sécurité qui est un mélange de technologies. Donc, ça va être un mélange de technologies essentielles ici. Donc, les technologies, on va dire, qu'on va retrouver, que je vous ai citées, analyse des fichiers, analyse des mails, analyse des flux web, analyse du réseau. Est-ce qu'il y a des communications suspectes sur le réseau? Qu'est-ce qu'on accepte comme port? Qu'est-ce qu'on ouvre comme port, etc. On a également des connecteurs avec Microsoft pour les lignes de commande PowerShell. Donc, vous voyez, on va très, très, très loin au niveau déjà de ces briques essentielles. Ensuite, on a les briques next-gen. Donc, le côté next-gen, c'est quoi? C'est l'analyse comportementale. Alors, ce n'est pas vraiment next-gen chez Kaspersky. Ça fait maintenant 6-7 ans que ça existe. Mais on va dire que beaucoup de gens ont rebondi là-dessus, alors que depuis très longtemps, ça existe chez Kaspersky et que ça s'appelle l'analyse comportementale. Donc, c'est une brique évidemment qui évolue avec le temps et qu'aujourd'hui, une brique qui vient contrer vraiment de façon parfaite les ransomware. Donc, analyse comportementale, on exécute le code. Je vous rappelle, l'idée, c'est d'exécuter le code en mémoire et de regarder l'enchaînement des lignes de commande qui va être dans ce code pour dire oui ou non, c'est un malware. L'exploit prevention également, monitorer les vulnérabilités. On ne peut pas patcher les vulnérabilités. Heureusement, on a Kaspersky qui va quand même monitorer les vulnérabilités connues pour éviter qu'un hacker exploite une vulnérabilité, je ne sais pas, Acrobat Reader par exemple, pour acheminer un malware. On a de la rémédiation, d'accord? Donc, ça fait très longtemps qu'on fait de la rémédiation chez Kaspersky. La rémédiation, c'est un retour arrière. On a un ransomware qui a infecté un ou deux fichiers .doc.
bah, on va remettre à sa place les fichiers .doc. La rémédiation, c'est pareil. Beaucoup de gens vous en parlent comme une révolution next-gen, etc. Chez Kaspersky, ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça. Lost Intrusion Prevention, c'est tout ce qui va être contrôle d'application. On classe les applications dans des familles. S'il y a une famille restriction douteux, restriction forte, on va monitorer ce logiciel-là. Et ensuite, la partie hardening, c'est ici. Donc, la partie hardening, ça va être vraiment, voilà, est-ce que je ne peux pas aller encore plus loin que ce que me propose Kaspersky de base en venant manuellement créer des règles de contrôle d'application, de contrôle de matériel. J'interdis telle catégorie d'application, j'interdis tel type de matériel, etc. etc. Et puis, n'oublions pas le volet chiffrement, le volet également ici RGPD, légal. C'est la possibilité avec Kaspersky de chiffrer full disk, donc chiffrer l'intégralité d'un ordinateur. Comme ça, en cas de vol, bah, je ne risque rien, mes données seront formatées, bien sûr, puisque le voleur va formater la machine, mais il ne va pas exploiter les données, puisque ce sont des chiffrements à double clé et qui sont totalement inviolables, avec une compatibilité BitLocker ou une compatibilité avec la technologie AES 256 bits. Donc voilà, donc c'était juste pour vous rappeler aujourd'hui que le endpoint chez Kaspersky, ce n'est pas de l'antivirus, ce n'est plus de l'antivirus depuis très, très, très longtemps. Ici, quelques idées à vous donner comme ça par rapport, par exemple, au télétravail ou au durcissement de la sécurité. J'ai un collaborateur qui doit rester en télétravail, il est administrateur de son poste. Je veux, par exemple, durcir la sécurité, même en le laissant administrateur de son poste. Bah, on peut tout à fait, grâce à des catégories de produits qui sont déjà tout faits dans les produits Kaspersky, dire, voilà, tout ce qui va être, par exemple, navigateur, j'interdis sauf Chrome version Intel, j'interdis les clients FTP, j'interdis le peer-to-peer, j'interdis les choses comme ça. Donc, on peut comme ça vraiment très, très, très rapidement venir durcir au niveau applicatif l'ordinateur d'un collaborateur. On peut également durcir, je vous l'ai dit, au niveau matériel, puisque chez Kaspersky, vous avez un inventaire matériel permanent. Et donc, ça vous permet, comme vous le voyez ici, de définir des grandes familles en disant j'interdis les disques externes ou les clés USB. Sauf, par exemple, pourquoi pas, la marque SanDisk, le modèle 32 Go que j'ai distribué à mes collaborateurs et qui sera le seul matériel autorisé sur l'ordinateur professionnel qui est utilisé en télétravail, par exemple. C'est tout à fait possible à mettre en place. C'est vraiment pas compliqué à mettre en place puisque tout est très automatisé. Également, ça peut être une idée de mettre en place, toujours dans le côté hardening, un peu plus de protection ou alors vendre un peu plus de prestations pour vous. Donc, par exemple, chez Kaspersky, on a décidé aujourd'hui de démocratiser l'EDR. Donc, on avait déjà une solution EDR plutôt orientée très grand compte. Aujourd'hui, on démocratise l'EDR avec une sandbox, donc, qui peut être donc, un outil, une machine en fait qui va servir à exécuter réellement le code dans un vrai environnement, donc dans un Windows 7 ou un Windows 10 par exemple, et pour avoir une information définitive finalement, est-ce que c'est un malware ou pas. Et on a également un outil très intéressant pour les MSP, c'est le DR Optimum, qui est un outil qui permet en fait d'analyser l'incident de sécurité qu'il y a eu chez un client. Il y a eu un incident de sécurité chez un client, ok, bon, Kaspersky l'a bloqué, très bien. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'aller plus loin parce que, par exemple, j'ai vendu une prestation d'infogérance un peu plus poussée à ce client. Je peux faire du forensic, donc je peux aller analyser un petit peu l'incident et en faire part à mon client. Alors, comment ça se passe concrètement ? Par exemple, ici, on a une map de l'incident, donc on a une cartographie de l'incident. Et au niveau de cette cartographie, on voit très bien qu'un malware était caché dans SVC Host ici. On voit qu'il s'est dupliqué et on voit tout ce qu'il a fait. Donc, il s'est répliqué dans pas mal de répertoires. Il a fait de l'injection de fichiers. Il a eu pas mal de communication avec des adresses IP à l'extérieur. Et dans la base de registre, il y a eu pas mal également d'écriture dans la base de registre. Donc, ça, c'est des informations détaillées qui vous permettent finalement, vous, de comprendre le malware plutôt que de dire, comme c'était avant le cas, OK, Kaspersky a bloqué un malware, très bien, on s'arrête là. Là, on essaye vraiment de remonter à la source, de comprendre l'incident et derrière ça, de prendre des mesures. Par rapport à l'incident. Donc là, ici, on voit par exemple qu'il y a eu une augmentation des privilèges sur un utilisateur classique, un utilisateur à droit restreint. On a des liens pour aller voir si le malware est connu de Kaspersky ou pas. On a des boutons pour faire des actions.
Donc ici, par exemple, je peux créer un IOC, ce qu'on appelle un indicateur de compromission. Donc, je peux créer un indicateur qui va dire à Kaspersky, voilà, si tu retrouves un peu ces caractéristiques sur le réseau, sache que c'est un malware, donc tue le processus. Donc, les indicateurs de compromission, si on doit le définir, c'est un peu des signatures maison, des signatures que vous feriez vous-même. Donc, vous voyez, donc ça vous permet en fait cet EDR ici, on va dire optimum, donc le DR qui vous permet en fait d'avoir une information sur ce qui s'est passé finalement au niveau du malware, d'enquêter au niveau de ce qui s'est passé au niveau du malware, vous permet également d'aller plus loin et d'intervenir en préventif sur le réseau en disant, voilà, si ce type de comportement se réplique, arrive par un autre moyen, on est prémuni. Même si c'est quelque chose, c'est une attaque ciblée pour moi, qui n'est pas connue des solutions de sécurité, voilà, j'ai fait tout le nécessaire pour que ça ne se reproduise pas avec les indicateurs de compromission maison que j'ai mis en place directement. Et avec ça, je peux d'ailleurs ici, comme vous le voyez, mettre en place des actions, l'isolation par exemple du PC sur le réseau, lancer une analyse complète de la machine, mettre évidemment le fichier en question en quarantaine, etc. Donc en plus, je peux faire des actions automatisées en même temps que de faire de la prévention sur mon parc de clients MSP, par exemple. Alors, on pourrait, comme je vous l'ai dit, parler de beaucoup de sujets. On peut parler quand même du sujet du patch, de la gestion des vulnérabilités. N'oubliez pas qu'un parc bien patché au niveau Microsoft, bien patché au niveau des éditeurs tiers, c'est très compliqué pour un hacker de rentrer. C'est vraiment très compliqué puisqu'il ne pourra pas exploiter des vulnérabilités. Donc, du coup, si tout est fermé, tout est cadenassé, c'est comme un voleur, c'est compliqué de rentrer. Par contre, évidemment, si j'ai tout fermé mais pas à clé, là, ça sera un peu plus simple pour le hacker. Donc, n'oubliez pas que côté, évidemment, Kaspersky, on a tout ce qu'il faut pour vous aider. Dans la gamme Advanced de Kaspersky, vous avez un double moteur de patch management. Vous avez un moteur Windows, Microsoft, qui va en fait soit travailler avec un WSUS, soit travailler à Windows Update, soit créer lui-même un serveur WSUS pour pouvoir pousser comme ça les correctifs de toute la famille Microsoft. Soit vous avez également la possibilité de mettre en place un moteur éditeur tiers. Donc chez Kaspersky, on travaille avec une centaine d'éditeurs tiers, donc Google, Adobe, Mozilla, etc. Donc tous les éditeurs classiques, on va dire. Et on va être capable comme ça de remonter les vulnérabilités, mais surtout de les patcher avec des tâches qui peuvent être des tâches très prudentes. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je vais patcher que ce que j'ai validé, ou des tâches très automatiques. Patche-moi tout, voilà, c'est possible. Et entre les deux, vous pouvez faire ce que vous voulez. Entre les deux, vous pouvez vraiment décider comment vous voulez patcher, à quelle heure, à qui. Comment vous voulez patcher. Est-ce que vous voulez patcher un pourcentage d'abord de machines, ensuite un deuxième pourcentage de machines? Donc, tout ça est complètement faisable au niveau des outils qu'on met à votre disposition. Et n'oubliez pas également que c'est quelque chose que vous pouvez vendre en prestation. C'est-à-dire que vous vous occupez déjà de l'infogérance de la sécurité. Et si vous alliez plus loin en proposant un service de patch management à distance, c'est tout à fait possible. Il n'y a aucun souci à mettre ça en place, notamment avec les fameux points de distribution Kaspersky, qui sont des relais sur place qui permettent justement d'acheminer le flux de correctifs de façon complètement fluide au niveau de l'entreprise. Alors, je vais tranquillement arriver sur la fin, parce que peut-être que Vincent a des questions qui sont arrivées pendant ça. Je ne sais pas si, Vincent, tu peux me confirmer s'il y a quelques questions. Moi, j'en aurais une ou deux, personnellement. D'accord, ok. Donc, je vais tranquillement arriver sur la fin de cette présentation. Je vous rappelle juste au passage quelques outils, quelques liens utiles. Déjà, bien sûr, n'oubliez pas que nous sommes à l'origine avec Europol et McAfee de la solution du site à but non lucratif qui s'appelle donc No More Ransom, qui est un site en fait où on a décidé donc avec McAfee et Europol à l'origine en 2016 de mettre en commun toutes nos connaissances sur les ransomware. Depuis, ça a été un succès immense puisque nous avons plus de 120 organisations publiques et privées qui nous ont rejoints. Et nous avons plus de 52 outils de déchiffrement en ligne qui viennent de tous les éditeurs de sécurité. Pas que Kaspersky et McAfee, mais tous les éditeurs de sécurité ont dit « Ok, on joue le jeu,
On vient sur ce projet à but non lucratif et tout ce qu'on connaît, on le met là-dessus. Donc déjà, le premier réflexe, c'est de venir faire un tour là-dessus pour voir s'il n'y a pas un tools qui existe tout simplement pour déchiffrer. Alors, comme on l'a dit dans d'autres présentations, bien sûr, c'est rare d'en avoir, puisque un ransomware, par définition, évidemment, le but, c'est un chiffrement dur et les clés de déchiffrement sont cachées sur des serveurs des hackers. Mais voilà, quand on arrive à casser les clés ou à casser les serveurs des hackers, tout ce qu'on met à disposition des collaborateurs, des clients et des partenaires, c'est sur ce site-là. Donc, premier réflexe à avoir. Deuxièmement, je vous en ai parlé, securelist.com. Vous avez besoin d'outils pour convaincre vos clients. Vous avez besoin d'outils peut-être pour fournir régulièrement de l'information à vos clients. N'hésitez pas, securelist.com, c'est fait pour ça. Par exemple, vous avez tous les trimestres ou tous les semestres, voire tous les ans, des récaps sur des sujets comme le spam, comme les mobiles, les smartphones, Android, etc. Le monde Mac, le monde Windows. Voilà, vous avez des gros récaps qui peuvent être utiles pour vous pour venir argumenter auprès de vos clients futurs ou vos clients actuels. La cybermap, bon, c'est vrai que c'est intéressant, c'est assez joli quand on a besoin de faire des présentations, tout ça. Donc, c'est une visualisation de notre réseau communautaire. Donc, on voit ce qui se passe en temps réel sur notre Kaspersky Security Network. Et la chaîne YouTube Kaspersky France que j'anime pour la partie entreprise. Donc, ça, c'est vraiment pour les gens qui ont les mains dans le Security Center, qui vraiment au quotidien manipulent du Security Center ou de la console d'administration Kaspersky. Donc, plein de tutos vidéo pour venir découvrir des fois des fonctions cachées du produit qui est extrêmement riche, comme on pourra le voir dans la deuxième session cet après-midi. Alors, juste avant de passer aux questions, donc cet après-midi, on rentrera un petit peu plus dans le détail des produits. Donc, on verra un peu plus les interfaces. Et notamment, je répondrai à une question qui est une question que se posent beaucoup de partenaires MSP. C'est qu'est-ce que je prends pour commencer ? Est-ce que je prends la solution Security Center 12 ? Est-ce que je prends la solution Endpoint Security Cloud ? Est-ce que je prends la nouvelle solution qui s'appelle Security Center Cloud Console ? Voilà. Donc, il y a beaucoup d'interrogations. Moi, je reçois tous les jours beaucoup d'interrogations sur le sujet. Par quoi je commence ? Quel est le meilleur produit adapté à ma cible et à ma typologie de client ? Voilà. Moi, je vais essayer vraiment de répondre à ce type de questions cet après-midi. Je passe du côté… alors, également, je tiens également à remercier bien sûr nos clients actuels et nos futurs clients par rapport à Kaspersky. Et juste pour vous rappeler aujourd'hui que vous avez fait vraiment le bon choix, puisque pour rappel, nous avons été élus produit de l'année AV-Test 2019, donc au 1er janvier 2020. Nous avons été élus produit de l'année avec en plus 5 autres distinctions. Donc voilà, on est plutôt content de ce type d'award puisque c'est vraiment du global, c'est de la globalité sur 2019 et on est plutôt content de le dire et j'espère que vous aussi en tant que client, vous êtes satisfait de nos produits. Voilà, je vais me passer, donc Merci, je suis pile poil dans le temps. Oui, on a très peu de temps pour les questions, donc voilà, tu m'entends, c'est bon, ouais. Oui, bon, parfaitement. Alors j'ai une question d'abord de Monsieur Boris Johnson qui demande si tu es disponible après cette présentation pour l'aider à sécuriser son IT, mais ça tu reverras avec lui directement, je pense. Sinon, j'ai Stéphane Waro, encore une fois, qui intervient sur le chat et je le remercie. Pour les éditeurs métiers comme des logiciels médicaux, par exemple, est-ce qu'il y a un outil pour alimenter la base de données pour la mise à jour automatisée? Alors moi, je n'ai pas exactement compris la question, mais je pense que toi, tu l'as comprise. Alors, je pense qu'il y a peut-être deux questions là-dessus. Des fois, sur les logiciels médicaux ou qui sont connectés à des matériels médicaux, on peut avoir des machines qui sont hors Internet. Donc, la question, je pense, c'est est-ce qu'on peut alimenter finalement une base de signature via une connexion offline, donc il n'y a pas d'Internet. Oui, c'est possible, c'est pas facile, c'est pas super évidemment aisé, puisque c'est des manipulations de fichiers qu'il faut faire à droite à gauche, donc c'est pas super aisé. C'est possible, mais sur ces matériels-là, on peut compter également sur l'analyse comportementale. Et il faut savoir que, voilà, avec une bonne analyse comportementale, avec peut-être un bridage un petit peu matériel sur les machines-outils, enfin sur les machines médicales connectées, on peut y arriver sans aucun souci. Donc je pense que la question, c'était plus liée au matériel médical offline, mais bon, peut-être que je me trompe, mais oui, c'est possible de les gérer. D'accord. Et une question également de Maxime Grave qui demande si tu as une date pour l'arrivée de EDR Optimum pour les serveurs et notamment sur KSWS. C'est un code entre vous, j'imagine. Tout à fait. Non, ce n'est pas un code. C'est en fait, il voulait savoir si les serveurs protégés par Kaspersky vont pouvoir envoyer finalement des informations type forensique
à la console d'administration. Donc, pour répondre à Maxime, la version 11 de Kaspersky Security pour Windows Server est disponible déjà en anglais, pas encore en français, mais c'est imminent. Et donc, comme c'est déjà disponible, donc la réponse est oui. Si tu veux installer la version en anglais, donc c'est compatible EDR Optimum, en effet. D'accord. J'avais une petite question, moi, de mon côté, peut-être pas facile à répondre de manière courte, mais on a vu aussi beaucoup d'anecdotes sur des attaques via de l'IoT, notamment, je sais pas, moi, je me souviens d'un casino qui s'était fait attaquer par le thermostat de son aquarium il y a 2-3 ans. Là. Est-ce que c'est des choses aussi qui sont facilement prises en compte par un éditeur comme Kaspersky? Alors oui, mais alors dans une branche qui est autre. En fait, c'est vraiment des choses qui sont faites en amont au niveau des constructeurs. Donc Sur les firmware, quoi, on donc. a un département, voilà, on a un Hmm. département IoT, puisqu'en général, le problème, c'est que c'est un tout petit matériel, il n'y a rien, il n'y a pas de Ouais. matériel, il n'y a pas de mémoire, c'est un petit Unix qui tourne derrière, voilà, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est des choses qui sont soit faites au niveau du réseau, donc avec du travail au niveau des sons de réseau qui vont brider une possible attaque vers l'extérieur, soit qui sont faits en amont au niveau des constructeurs. D'accord. Des constructeurs de matériel qui font appel à nous avec une branche spécifique, comme il existe par exemple chez Kaspersky, c'est un peu lié, pour ça j'en parle deux mots, c'est une partie automobile. On D'accord. travaille avec des gens comme BMW, par exemple, pour sécuriser toute la partie connectée au niveau des matériels, puisqu'on a vu dans l'actualité il y a quelques temps déjà que des hackers arrivaient à faire sortir de la route des voitures Hmm. en prenant le contrôle. Par exemple, je me souviens d'un cas comme ça sur une Jeep. Donc oui, on a besoin aussi de sécuriser ça et Bon. ça revient un petit peu au monde de l'IoT. On finit sur une note très positive. Donc, merci beaucoup, Sébastien. Donc, je donne rendez-vous cet après-midi à tous ceux qui viendront voir Oui, tout à fait. ton intervention. Merci beaucoup. Et puis, dans 5 minutes pour l'intervention de Laurent Silvestri. Merci. Merci.